Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Anne-Laure Delatte, économiste et directrice de recherche au CNRS. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir dans l'émission et merci d'être avec nous. Je ne sais pas si vous écoutiez juste avant parler de ce sommet pour l'IA en France. On a eu beaucoup de grands chefs d'entreprise, Microsoft, Google, Sam Altman, le père de ChatGPT pour OpenAI. Et ces 109 milliards d'euros voilà, d'investissement en France, quel regard vous portez? Est-ce que la France est encore dans la course en matière d'IA malgré la concurrence entre les deux blocs, Chine et États-Unis? Il me semble que ça ne peut être que des bonnes nouvelles. En effet, quand on arrive à attirer des investisseurs étrangers, vous avez souligné le fait que c'était des promesses et donc il faut voir si ce sera concret. Maintenant, moi, en tant que macroéconomiste, ce qui m'intéresse, c'est l'innovation. En fait, c'est que qu'est-ce que ça génère? En fait, qu'est-ce que ces investissements vont générer en termes d'emploi, d'activité et aussi d'émissions carbone. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer de cette analyse-là. Et je crois que ce qui est important aujourd'hui dans tout ce qui est investissement, c'est de se dire est-ce que ça finance de l'investissement qui nous permettra d'opérer une transition vers une économie neutre en carbone. Voilà, c'est important d'être dans la course et de rester compétitif au niveau international, évidemment, mais ne jamais perdre cet objectif qui est que si on n'arrive pas à opérer cette transition, l'activité dans 20 ans sera bien moindre. Donc on peut être très compétitif aujourd'hui, très productif aujourd'hui, mais si on n'arrive pas à réduire nos émissions carbone, on va avoir des gros accidents de PIB Ouais. dans les prochaines années. Vous dites on est productif, mais on n'a pas un problème de productivité en France. Combien d'économistes m'ont dit en France il y a un problème de productivité, bien plus que dans d'autres pays. Et c'est ce qui explique, au-delà de la démographie, que la croissance potentielle de la France aujourd'hui soit, je parle sous votre contrôle, autour de 1%. Alors, en effet, il y a eu un décrochage des pays européens dans les années 2010 par rapport aux États-Unis. Donc, ça intrigue pas mal les économistes. C'est lié, l'analyse, elle est liée. Elle dit quoi? Elle dit un défaut d'innovation et effectivement défaut d'innovation qui génère de la productivité. Et donc ça revient, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que c'est effectivement important d'avoir des dispositifs qui incitent les entreprises à financer de l'innovation pour améliorer notre productivité. Après, il y a un deuxième élément d'analyse, c'est que on a aussi en fait depuis 2017, on a mis en place des politiques publiques qui ont augmenté le taux d'emploi, mais un taux d'emploi qui est moins productif. En fait, vous avez un emploi sur deux créé, ce sont des jeunes dans l'alternance. Or, bah, c'est très bien, mais en réalité, ces jeunes, ils sont moins productifs que la moyenne française, et donc ça a fait baisser cette productivité. Oui, mais ça, c'est un Donc, il y a raisonnement quand de même court un terme. On élément peut se dire qu'à important. moyen terme, ces jeunes vont apprendre à être plus productifs, ils vont rentrer dans le marché du travail. Et peut-être que plus moyen terme, cette productivité repartira à la hausse. Oui, alors enfin, je pense qu'il faut vraiment rentrer dans l'analyse. En effet, quand l'alternance se substitue à la formation universitaire, parce que il y a un peu de ça aussi, il faut être sûr qu'on a les mêmes gains de productivité à la fin. En fait, c'est intéressant ça parce que souvent on se dit ah mais il faut former les étudiants dans la vie réelle. C'est vrai, mais on a aussi des travaux très sérieux en économie de l'éducation qui vous disent que chaque année d'études supplémentaires, en fait, augmente le revenu à long terme des étudiants. C'est probablement un mixte des deux qu'il faut faire, mais voilà, c'est aussi très important. Si vous voulez, mon message, et si on va peut-être parler du budget, mon message, c'est qu'il faut faire attention aux politiques publiques qui ne dégradent pas la croissance de long terme et les facteurs de croissance de long terme, et notamment l'éducation. Donc, quand Mm. vous me dites j'ai un problème de productivité en France, moi je vous dis oui, une des raisons, c'est on a créé des emplois qui sont un peu moins productifs, c'est des jeunes, et aussi on n'arrive pas à financer suffisamment la recherche, l'éducation, qui vont vous former du capital humain qui sera Mm. productif à plus long terme. Ce qui a
occuper les esprits avec ce budget, c'était déjà d'en avoir un et puis de réduire un peu ces déficits publics. Mais c'est vrai qu'on va rentrer dans le détail, Anne-Laure Delatte, de ce budget. Mais s'il y avait plus de croissance, si on avait un taux d'emploi plus élevé en France, notamment, on pense aux deux extrêmes du marché du travail, les jeunes et puis surtout au-delà de 55, voire au-delà de 60 ans, c'est vrai qu'on aurait moins de problèmes de déficit public si on avait plus de croissance et un taux d'emploi plus élevé. D'ailleurs, les deux sont sûrement liés. Hein. Ah bah oui, c'est. Alors, ils sont liés, mais pas complètement liés. Mais d'abord, pour commencer sur le raisonnement très simple, plus vous avez de gens qui travaillent, plus l'État peut collecter des recettes sur ces gens, sur leurs salaires, sur leurs revenus. Et donc, évidemment, si on avait plus de gens, un taux d'emploi plus important, alors on aurait moins de problèmes budgétaires. Et c'était d'ailleurs le pari D'Emmanuel Macron. de la politique. Et oui, Mais oui. c'est vraiment le pari de la politique de l'offre à partir de 2017. On réduit les prélèvements sur les ménages, sur les entreprises. Il y a vraiment beaucoup de prélèvements qui sont réduits à ce moment-là. Et on compte sur un taux d'emploi qui va compenser, en fait. C'est-à-dire, vous baissez les recettes d'un côté, mais vous pensez que l'activité et le taux d'emploi va augmenter, ce qui va permettre de récolter des recettes. Ça a marché ou pas? Ça n'a pas Bah non, ça n'a pas très bien fonctionné puisque. Et pourquoi alors? Enfin, je le dis en souriant, mais c'est plutôt une situation dégradée des finances publiques. Pourquoi? Tout simplement parce que le taux d'emploi a augmenté, mais pas suffisamment pour compenser les baisses de recettes qui ont été opérées. Et ça, c'est la la Cour des comptes, l'OFCE. Toutes les analyses concordent pour dire que la moitié du déficit budgétaire aujourd'hui est liée, la moitié de l'augmentation du déficit budgétaire, d'accord, donc cette dégradation de nos finances publiques, la moitié, elle est liée à des recettes qui n'ont pas été compensées. Oui, mais c'était un pari. Bien sûr, mais c'était un pari à prendre. Et c'est vrai que c'est l'analyse ex post qui, effectivement, paraît claire. Le taux d'emploi n'a pas augmenté, mais les finances publiques sont largement dégradées. Après, il ne fallait pas le tenter. C'était une erreur de le tenter, de vouloir baisser, là, encore une fois, vouloir augmenter le taux d'emploi. Il y avait d'autres solutions qui auraient pu coûter moins cher pour augmenter le taux d'emploi. Et d'ailleurs, de qui, Anne-Laure Delatte? C'est pas pour tout le monde, en fait, parce qu'en fait, entre 25 et, je crois, et 55 ans, on a un taux d'emploi qui est assez comparable aux autres pays. C'est aux extrémités, quand on est jeune et moins jeune, que c'est plus compliqué. Non, vous avez raison. La stratégie de l'offre, c'est une stratégie qui a été appliquée dans pas mal de pays et c'est important de le tester. Maintenant, quand on teste une politique publique, aujourd'hui, on a des évaluations. On fait des études d'évaluation, des études d'impact. En particulier, un des gros dispositifs de cette stratégie de l'offre, qui est mise en place avant Emmanuel Macron, c'est le CICE, c'est le CIR, donc crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, qui ont été transformés en exonération de charges sociales. Et tout ça, ça fait plus de 10 ans que c'est mis en place. Ces deux dispositifs-là, ils coûtent 27 milliards par an. Donc, il y a eu une mission d'évaluation de politique publique pour essayer de comprendre si ça avait été efficace ou pas. Or, la plupart, vous avez pas mal de gens qui contribuent. C'est d'ailleurs coordonné par le haut-commissaire au plan, donc qui était avant présidé par Bayrou. Et les études concordent pour dire que le crédit d'impôt recherche, ça ne fonctionne pas. Ou alors, en tout cas, ça ne génère pas d'innovation, d'investissement en recherche comme ce qu'on voudrait. Le CICE, je crois que le CIR coûte 5 ou 7 milliards. 7 milliards. 7 milliards par an. Ouais. Le CICE, les exonérations de charges sociales, en tout, on en a pour 100 milliards par an. La moitié est pardon, le CICE, lui, il coûte 20 milliards, d'accord? Mais on a 100 milliards d'exonérations de charges sociales par an. La moitié des exonérations de charges sociales, elles sont au niveau du SMIC. Et ça, on a toutes les raisons de le faire. C'est très bien de réduire le coût du travail au niveau du SMIC. Le problème, c'est que l'autre moitié, elle est sur des niveaux qui sont au niveau de 2, voire 2,5 fois le SMIC. Pardon, Anne-Laure Delatte, quand vous écoutez, pardon, je vous coupe, quand on écoute les industriels, ils nous disent, mais il ne faut pas sucrer, revenir en arrière sur les allègements de charges de cotisation sur les salaires plus élevés que le SMIC, parce que c'est ce qui fait aussi la compétitivité de la France, notamment en matière d'industrie. On leur répond quoi à ces chefs, ces capitaines d'industrie qui nous disent ça? Eh bien, on leur répond des études d'impact qui sont faites sur des données disponibles aujourd'hui. C'est le rapport Bozio-Wasmer, qui sont des économistes, notamment de l'Institut des politiques publiques, et qui vous disent ça fonctionne très bien autour du SMIC.
mais au-delà de 2 fois le SMIC, ça n'a pas d'effet. Alors moi, je comprends le capitaine de l'industrie qui vous dit, bah non, me retirez pas cette aide-là, moi, ça me permet d'être plus compétitif. Mais dans les faits, Par rapport à des euh, rivaux européens, encore une fois, pour des Français qui sont vendus à l'export et pour lesquels on est en compétition avec d'autres pays. alors le mécanisme qui explique que ça ne fonctionne pas, c'est que en réalité, quand vous êtes à ces niveaux de salaire, vous êtes sur du personnel plutôt éduqué, où la compétitivité, elle ne se joue plus sur le prix, mais sur la qualité, l'éducation. Donc, en réalité, c'est important effectivement d'avoir des outils pour avoir un coût du travail compétitif quand l'essentiel du prix, c'est du faible coût, c'est du travail. Mais quand l'essentiel de ce que vous vendez, c'est du travail plutôt éduqué, c'est des logiciels, c'est de l'innovation, alors réduire ce coût du travail n'a pas d'effet Hmm. sur votre activité, votre compétitivité, etc. Comment on fait C'est ça le alors mécanisme, en de là, fait. C'est ça que je bien répondrais. sûr, mais comment on fait concrètement si on se dit que le point de départ, c'est d'augmenter le taux d'emploi parce que plus de cotisations, plus d'impôts et donc moins de déficit public, parce que c'est comme ça le sujet. Comment est-ce qu'on fait à moindre coût pour augmenter le taux d'emploi? On n'a donné aucun chiffre, je les ai plus en tête. Là où on est dans la norme en termes d'âge sur le taux d'emploi et là où on doit s'améliorer. Je ne sais plus qui me disait que si on avait le taux d'emploi des seniors des Allemands, il n'y aurait plus de déficit public. Ça, c'est peut-être un peu excessif. C'est probablement Marc Vigneault qui Non, était c'est pas juste lui qui a avant dit qui ça. Non, disait non, non. ça. On parle d'un économiste. Non, 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 mais non, non, je plaisante. On débat souvent ensemble sur France Inter avec Marc, donc c'est pour D'accord, ça il m'a d'accord. déjà dit ce genre de choses. Euh, Écoutez, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez une stratégie qui a été mise en place en 2017 et a priori, elle ne fonctionne pas. Le premier point, c'est quand une stratégie ne fonctionne pas, quand vous êtes dans une boîte, vous la remettez en question et vous essayez de l'ajuster. Là, c'est pas du tout ce qui est fait. Par exemple, ces exonérations de charges sociales, le Barnier avait décidé d'en retirer pour 4 Ouais. milliards, ça a été complètement retiré. Alors que Ah, vraiment, c'est on a complètement les retiré. études et les J'étais resté à mécanismes. la moitié. Alors moi, dans mes chiffres à moi, les exonérations de charges Ah sociales, ouais. finalement, on n'en retire pas du tout. Mais bon, D'accord, ok. peut-être que je me trompe. Après, le CIR, une partie devait être remise en Crédit question. d'impôt Ça n'est recherche. pas remis Ouais. en question. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, comme on n'arrive pas à relever le niveau de recette, parce que vous ne retirez pas les exonérations, vous ne retirez pas le CIR, vous ne voulez pas augmenter les impôts. Par exemple, vous ne voulez pas mettre de taxes sur les patrimoines qui pourraient récupérer de l'argent. Ben, qu'est-ce que vous faites? Vous réduisez certaines lignes qui sont en fait fondamentales dans votre croissance de long terme. Vous réduisez la recherche et l'écologie. Et ça, en tant que macroéconomiste, c'est vraiment une erreur de stratégie C'est une de erreur de moyen et long politique terme économique, je comprends bien, c'est une erreur de politique économique que de sabrer dans les dépenses en matière d'écologie et et de recherche. ce Si vous voulez qui est être le cas sur le compétitif, budget si vous voulez... 2025, c'est le cas sur le budget 2025. Ah bah oui, 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 c'est vraiment... vous avez 1 milliard de moins en recherche et vous avez 2,2 milliards de moins en écologie. Alors, il y a des transferts qui font qu'en écologie, en fait, c'est à peu près 1 milliard de moins. Mais un, tout ce qui n'est pas investi aujourd'hui en écologie, on le paiera beaucoup plus cher ensuite. Ça, vraiment, Ça a été prouvé. c'est le coût de l'inaction et c'est bien documenté. Donc, c'est une énorme erreur. En recherche, aujourd'hui, les Français sont encore relativement recherchés pour leurs ingénieurs. Vous savez, on a des très grandes écoles d'ingénieurs, on a pas mal on était encore assez bons jusqu'à présent. Maintenant, les budgets recherche n'arrêtent pas de réduire. Même dans les niveaux les plus élevés, on commence à avoir du mal. On n'est pas du tout compétitif en recherche vis-à-vis des universités américaines, vis-à-vis des universités britanniques, irlandaises, néerlandaises. Donc, on forme encore quelques cerveaux, enfin, on les forme très bien encore, mais si on continue à baisser ce niveau de recherche, le niveau de compétitivité, il va complètement s'effondrer. Donc, vous me disiez, c'est bien à court terme d'augmenter le taux d'emploi des jeunes dans l'alternance. Certes, mais ce qu'il faut, c'est aussi avoir un capital humain qui est bien formé. Il faut avoir, et du coup, un grand pays qui réduit d'1 milliard son budget recherche,
c'est une erreur de politique économique. Quelle est la pire erreur de Quand politique vous êtes, économique Quelle est la pire erreur de politique économique qu'on a menée depuis maintenant plus de 7 ans? pour moi, c'est ne pas suivre les résultats des travaux d'évaluation de politique publique qui vous disent qu'à un moment, on a trop coupé les prélèvements et que ça n'a pas d'effet en fait sur l'activité. Donc, Pourtant, on a toujours des des choses prélèvements qu'il faut obligatoires. doser. Pourtant, on a toujours, à l'heure de là, des prélèvements obligatoires en France qui sont 45% du PIB. On est parmi les plus élevés. Hein. Sur les ménages, mais pas sur les Au entreprises. global, prélèvements Oui, obligatoires oui, au global. oui, oui, au global, mais en fait, c'est vraiment hyper intéressant enfin, c'est très important de De défaire, de ventiler. déconstruire cette idée-là. Les prélèvements sur les entreprises étaient très élevés dans les années 2000 et en fait, on a fait le taux d'effort le plus important en Europe. Si vous comparez avec des pays européens qui sont comparables à nous, c'est-à-dire avec un niveau de richesse équivalent au nôtre, et si vous retirez les Pays-Bas, par exemple, ou la Belgique, qui sont plutôt considérés comme des paradis fiscaux, ou en tout cas enfin, c'est des paradis fiscaux, c'est des listes de paradis fiscaux. Bon, en gros, on a fait une réduction de nos prélèvements obligatoires sur les entreprises qui est remarquable, qui est le plus important de toute l'Europe. Et qui nous Alors, mène on où commençait aujourd'hui? haut, Ouais, c'est ça. On qui est nous mène parti à de la haut. moyenne. On Ouais, ouais, est où tout à aujourd'hui? fait, Alors, on est où? qui nous mène à la moyenne européenne. En fait, on Aujourd'hui, est dans les prélèvements. les prélèvements obligatoires sur les entreprises en France, on est dans la moyenne européenne. Prélèvement obligatoire net des aides publiques. Enfin, je pense que c'est juste de faire ça. Vous Ouais. prélevez les entreprises et vous leur transférez des subventions, des aides publiques, du CIR, etc. Et ça, les calculs, on les a fait vraiment très récemment avec mon équipe. On est au niveau de la moyenne européenne. Donc, en fait, on a fait le job. C'est bon. Aujourd'hui, Sur les les prélèvements entreprises, obligatoires des entreprises. sur les entreprises, le job a été fait. Sur les Ouais. particuliers, sur les Mais ménages. attendez, ben justement, les particuliers, ça a augmenté parce qu'il y a un moment où, en fait, quand vous baissez beaucoup sur les entreprises et que vous avez un niveau de dépenses publiques qui n'est pas compensé, vous augmentez sur les ménages. Et Donc c'est pas les c'est ménages normal les que plus les riches, ménages aient hein. le sentiment que les impôts et les taxes augmentent alors. Ah oui, tout à fait. En fait, mais tout à fait. Et ce qui est terrible, c'est que les citoyens, citoyennes ont l'impression que leurs taxes augmentent, mais par contre que les services publics sont en train de se dégrader, que la protection sociale se dégrade. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que ils payent plus parce qu'il y a une autre partie de l'économie qui paye moins. Donc c'est un choix. C'est un choix, c'est pour être compétitif au niveau international, mais il faut être cohérent. C'est-à-dire que il faut baisser les prélèvements obligatoires des secteurs qui sont en compétitivité, qui sont en concurrence au niveau international. Or, on a baissé les prélèvements De manière obligatoires des uniforme. services, par exemple. De manière uniforme. Bah, les services, Mm. les personnes qui viennent faire le ménage dans vos entreprises le matin, c'est ceux qui bénéficient, les entreprises, ces sociétés-là, ce sont celles qui bénéficient le plus des exonérations de charges sociales, puisqu'on a dit que c'était au niveau du SMIC. Mm. On en Et qu'est-ce avait qu'on fait le à l'heure plus. de latte? C'est hyper Or, intéressant, voilà. mais qu'est-ce qu'on fait pour relancer la croissance potentielle de la France, sachant qu'on n'a plus de marge de manœuvre budgétaire? Alors, bah, on peut s'en donner, très bien. On peut s'en donner, en fait, des marges de manœuvre budgétaires. En réalité, vous avez aujourd'hui un système fiscal en France qui a un gros problème dans les très hauts patrimoines. Et là, vraiment, on n'est même pas comparable avec les États-Unis. C'est-à-dire qu'un milliardaire paye moins d'impôts en France que aux États-Unis. C'est Gabriel Zucman, un énorme économiste français dont les travaux depuis 10 ans ont documenté ceci. Si vous êtes un milliardaire en France, vous êtes mieux loti en France qu'aux États-Unis. Vous Quel est payeriez le taux de plus pression d'impôts. fiscale? Quel est le taux de pression fiscale d'un milliardaire en France comparativement à un milliardaire américain? C'est hyper intéressant. Vous et ça. moi, alors vous et moi, on est à 46% de notre revenu fiscal. Un milliardaire, Ouais. il est à 26. Et aux Voilà. États-Unis? Et aux États-Unis, je l'ai plus en tête, mais il est au-dessus. Il est au-dessus, puisque c'est vraiment, ça a été documenté par Zuckman. Excusez-moi, je n'ai pas Non, non, pardon, parce que vraiment, il y a un très joli graphique qui vous montre que, en réalité, le système est moins progressif aux États-Unis, hein. Il est moins progressif que nous, c'est-à-dire que les pauvres, enfin, il y a plus d'inégalités, sauf tout en haut de l'échelle des patrimoines. Donc on peut se Et ça, redonner des c'est marges de choquant. manœuvre budgétaires en allant taxer plus les milliardaires. On parle des milliardaires français. C'est Oui, eux mais qui on parle pourraient des résoudre milliardaires, si vous voulez. une partie de l'équation budgétaire de la France. Oui, oui, oui. Et moi, j'ai du mal à ce qu'on me dise on va taxer l'appareil productif si on fait ça, parce que un milliardaire,
Aujourd'hui, le plus riche milliardaire en France, il a 190 milliards de patrimoine. 90% de ces 190 milliards, il faut se rendre compte de ce que c'est, 190 milliards. Hein. C'est pas immoral, hein. C'est- Jean-Luc Mélenchon a dit que c'était immoral d'être milliardaire. Non, non, mais moi, je suis économiste, je suis rationnel. Ce que je veux dire, c'est que 190 milliards, quand il y a un rendement moyen entre 6 et 8% par an de cette fortune, ça veut dire que sa fortune, elle augmente à peu près de 2 milliards par an. Ça veut dire que c'est 1 million chaque heure. C'est pas du tout immoral, c'est simplement que c'est juste pour que les citoyens et citoyennes se rendent compte qu'il y a une grande différence entre l'appareil productif de quelqu'un qui a une brasserie, une boulangerie, et l'appareil productif, enfin le capital, pardon, le patrimoine de quelqu'un qui est milliardaire. Donc vous Et soutenez... juste pour finir, Ouais, allez-y, pardon, allez-y. Ouais. bah, ouais, pardon, mais donc moi je soutiens le projet de loi de la taxe Zuckman qui consisterait à s'assurer que les gens au-dessus d'un patrimoine très élevé Combien? payent au moins, Combien? en fait, on va le dire en pourcentage du patrimoine, qui payent au moins tous les impôts confondus, 2% de leur patrimoine chaque année. Sachant que leur patrimoine, il a un rendement entre 6 et 8% chaque année, Bah, dis on donc. leur retire Ça paraît de beaucoup, hein, 6-8%, quand on a des taux sans risque qui sont à 3%. Mais bon. Ah, alors, la moyenne sur les 50 dernières années, elle est de 10% par an. La Ouais. moyenne sur les 15 dernières années, elle est de 12% par an. Sur les 500 plus grandes Ils fortunes sont bien conseillés alors. Hein. en France, eh ben, vous le savez très bien qu'ils sont bien mieux conseillés que vous et moi. En fait, quand on est, ça c'est aussi très bien documenté, quand on est riche, on est très bien on Très est bien mieux conseillés. conseillé. Et vraiment, il y a une hétérogénéité des rendements Ça pourrait rapporter combien? financiers. Alors de là, c'est intéressant, ça pourrait rapporter combien? Donc on taxe 2% donc, de taxation minimum. Non, pardon, il faut qu'il. Pardon. C'est 20%? Bah, coordonnez-moi les chiffres, pardon, je suis perdu là. Ouais, ouais, non, c'est pas évident, mais en gros, si vous le rapportez au revenu fiscal, aujourd'hui, ils payent 26 alors que nous, on paye 46% en Ouais. moyenne en France. Par contre, pourquoi? Parce qu'en fait, leur revenu est complètement sous-estimé. Donc, en fait, le bon Parce que dénominateur, parce qu'il n'est vraiment pas le bon versé. Il benchmark, est sous-estimé parce qu'il n'est pas versé, parce qu'il est capitalisé dans des holdings. C'est ça le est sujet. dans des holdings. Exactement. Et ce qui fait la différence entre le système fiscal américain et le système fiscal français, En c'est que France, on taxe ce qui est eux, ils versé. taxent. Ouais. Ouais, alors que eux, en fait, ils ont compris que c'était une façon, enfin, ils l'ont compris dans les années 30, hein, ça fait 100 ans qu'ils font ça aux États-Unis, ils ont compris que c'était une façon de sous-estimer le revenu. Ça pourrait apporter Et combien? donc, Ça pourrait apporter ils- combien en France? alors, les estimations sont entre 15 et 25 milliards. Vous allez me dire, il y a 10 milliards d'écart, c'est énorme, mais en fait, c'est parce on a un problème de données. C'est-à-dire en fait, en gros, on est sûr que ça peut ramener au minimum 15 milliards et en fonction des hypothèses qu'on fait, parce qu'on n'a pas exactement toutes les données disponibles, la fourchette haute, Bon. elle est à 25 milliards. Bon, après, Vous vous rendez compte de ce que ça ouais, peut... on résout un bout de l'histoire, mais c'est 100 milliards d'économies, ou en tout cas de recettes en plus, ou d'économies qu'il faut pour stabiliser la dette publique en France. Au moins 100 milliards, a dit Olivier Blanchard. Donc on résout un bout de l'équation. Ça, c'est... Oui, mais c'est un cumul. En fait, aujourd'hui, pour réduire en fait, il faudrait qu'on réduise notre déficit de 0,5 points par an. C'est Ouais. d'ailleurs l'objectif du gouvernement. Ouais. 0,5 points de PIB par an. Bah, c'est 18 milliards. En fait, il faut qu'on fasse des économies à hauteur de C'est pas un 18 peu moins? milliards C'est pas un par peu an. moins? C'est pas plutôt 15 ou 12, non? Oui, c'est 15. En fait, Ouais. un point de PIB, c'est 30, Oui, voilà. 30 milliards. Donc, vous Ouais. avez tout à fait raison. Donc, en fait, il faudrait qu'on fasse des économies à hauteur de 15 milliards par Ouais. an. Soit vous baissez les dépenses, mais vous savez, quand vous baissez les dépenses, vous avez des effets multiplicateurs. Donc, pour arriver à 15, il faut baisser 25 à peu près. Ou alors, vous augmentez les recettes. Là aussi, il y a des effets multiplicateurs. Ouais. Il se trouve que sur les très hauts patrimoines, on pense que les effets on estime et on sait que les effets multiplicateurs sont beaucoup moindres parce que quand vous retirez 200 millions à un très haut patrimoine, en fait, ça ne va pas réduire sa consommation. Bon, c'était passionnant. Anne-Laure Delattre, je vais être sincère, on devait parler du budget et plein d'autres choses, on manque de temps, mais c'était passionnant cet échange. Il faut que vous reveniez nous voir. On parlera une prochaine fois, évidemment, du budget 2026, parce que, apparemment, sur ce prochain budget, le ministre de l'économie, Éric Lombard, il travaille déjà. Merci pour cet échange, cet entretien. Anne-Laure Delattre, économiste, directrice de recherche au CNRS, invitée à la grande interview en direct sur Boursorama. À bientôt, merci. Merci à vous.